11h30 à l'écoute de Radio Sainte-Baume, notre émission Non à la drogue, oui à la vie, avec fait sa rentrée bien sûr avec Robert. Bonjour Robert, comment tu vas? Et très très bien, et bonjour chers auditeurs, bonjour Laurence, et bienvenue dans notre émission mensuelle sur le danger de consommer des drogues. Alors, je le disais, aujourd'hui c'est la rentrée, fini les vacances, c'est le moment des projets, le moment où tous les espoirs sont permis, et c'est aussi le moment des bonnes résolutions. Et aujourd'hui tu vas nous parler, je crois, du premier danger qui guette nos enfants. Exact, tout à fait exact. Mais j'allais dire pas seulement nos enfants, car nous allons parler une fois de plus du cannabis. Et ce problème est devenu un problème majeur de société. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer par un coup de gueule. Mon message d'aujourd'hui se résume à dire stop, basta, ça suffit. Je pourrais en dire plusieurs. On ne doit plus entendre que le cannabis est une drogue douce. On ne doit plus entendre que ce n'est pas grave, que c'est moins dangereux que l'alcool ou le tabac, que la prohibition fait plus de dégâts que la légalisation. On ne doit plus entendre que c'est une question de liberté, ou même, comme on l'a entendu tout récemment, de droit de l'homme, n'est-ce pas? En fait, je pourrais dire clairement qu'il y a uniquement deux catégories de gens qui tiennent de tels propos. Et là, je vais être très clair. Ce sont ceux qui ne savent pas, d'une part, et d'autre part, ceux qui savent les dangers de consommer de la marijuana, mais qui ont des intérêts personnels pour répandre les drogues. Tu y vas fort là, Robert. Oui, on a beaucoup entendu d'opinions contradictoires et aujourd'hui, je crois qu'il faut simplement parler des faits et surtout différencier les faits et les opinions. Exactement. J'en ai beaucoup parlé déjà dans les émissions précédentes, mais aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu le point. Il y a en gros deux grands axes de discussion. D'une part, savoir si oui ou non le cannabis est dangereux et à quel point. Et d'autre part, savoir si une dépénalisation, légalisation ou légalisation diminuerait ou augmenterait la consommation. Et mais nous allons aborder ces deux points dans notre émission d'aujourd'hui en nous basant sur des faits incontestables et des statistiques récentes et fiables. Cela me paraît effectivement être une approche logique. Et oui, nous allons parler en premier lieu des dangers de la consommation de cannabis. Il y a les dangers, les conséquences physiques, les conséquences psychiques et les conséquences génétiques, c'est-à-dire qui vont altérer les générations futures. Donc Robert, commençons par les conséquences physiques. Ok, donc les conséquences physiques sont de mieux en mieux documentées et un grand nombre d'études scientifiques s'accordent sur les points qui suivent. Premièrement, bronchite, pneumopathie chronique obstructive, qu'on appelle BPCO, qui sont, j'allais dire, un problème très important dans les hôpitaux. Les effets cancérigènes, qui sont très supérieurs à ceux du tabac, pour la gorge, l'appareil respiratoire, etc. Les cancers des testicules, spécifiques du cannabis. Les problèmes cardiaques. Il faut savoir que le THC multiplie par 5 le risque d'infarctus du myocarde. Les problèmes vasculaires, artérite, les AVC, accidents vasculaires cérébraux, n'est-ce pas? Les anomalies cérébrales, les douleurs dans le dos, dans les jambes, dans le thorax, dans le ventre et la tête, les perturbations de la grossesse et les conséquences pour l'enfant à naître, comme prématuré, avortement, les perturbations endocriniennes, c'est-à-dire perturbations du fonctionnement des hormones, et tout cela qui entraîne de nombreuses conséquences, parfois très graves. Tout cela est su, documenté, et ne peut être remis en cause. Les conclusions de ces études ne sont pas de vagues conditionnelles, mais des certitudes. C'est vrai que cette liste de symptômes gravissimes est impressionnante. Il faut se rendre compte que tout cela est à la charge de la société. Je veux dire que si quelqu'un fait un AVC par exemple et qu'il est hospitalisé avec toutes les séquelles qui en résultent, eh bien c'est nous qui devrons travailler plus pour le payer. Mais tu me disais que ce n'était pas le plus grave. Effectivement, l'argent ce n'est jamais le plus grave. Si les conséquences physiques sont parfois graves et irréversibles, il y a bien plus grave encore. Et ce sont les conséquences psychiques. Il y a d'abord l'addiction qu'on ne peut plus nier. Et on se fout complètement
Qu'on appelle cela dépendance physique ou psychique, il s'agit bel et bien d'une dépendance, point. Il y a les perturbations de la cognition, des perceptions, de la mémoire, des troubles spatio-temporels, le syndrome amotivationnel, vous savez, quand on n'a plus rien de rien foutre, le développement des troubles anxieux, les troubles dépressifs, les relations sont maintenant bien établies avec les troubles psychotiques, dont la schizophrénie. Et bien sûr, la diminution du QI qui transforme parfois des gens brillants en parfaits abrutis. Ceux qui fument du cannabis, et surtout avant l'âge de 15 ans, sont moins susceptibles que les autres de décrocher un diplôme. Et cela en fait des losers. Mais les conséquences en sont parfois dramatiques, car le nombre de suicides chez les consommateurs de cannabis est multiplié par 5. Et cela est attesté par plusieurs études dans plusieurs pays, quel que soit le niveau socio-culturel. En particulier, c'est l'une des conclusions de la synthèse de l'INSERM qui a été publiée, tenez-vous bien, en 2001 et qui regroupe quand même plus de 1200 études sur le cannabis. Donc c'est une certitude. Non seulement ces conséquences sont prouvées scientifiquement par des études impliquant un grand nombre de personnes de tous âges, mais aussi chacun de nous peut l'observer. Celui qui consomme, chacun de nous peut l'observer, ces conséquences, je veux dire, sauf celui qui consomme, puisque évidemment c'est avec ça qu'il juge. Eh oui. Tu nous as déjà parlé dans une émission précédente, et c'est assez navrant de voir que la personne qui fume du cannabis ne s'en rend pas compte du tout, alors que c'est évident pour ceux qui l'entourent. Eh oui, tout à fait. De plus, une étude réalisée par des chercheurs américains et publiée le 11 juillet dernier démontre que l'activation des centres de récompense du cerveau est diminuée chez les consommateurs de marijuana. Ça veut dire qu'ils vont trouver que des plaisirs quotidiens comme manger un bon repas, avoir une relation sexuelle ou gagner de l'argent sont moins satisfaisants. Ils prennent de moins en moins plaisir à la vie, ce qui expliquerait bien sûr le syndrome amotivationnel, la dépression, le besoin de consommer de plus en plus, les suicides, etc. Mais oui, c'est important de le rappeler car de nouvelles études viennent confirmer tout cela et chaque semaine. Mais tu me parlais de quelque chose de bien plus grave encore. En effet, j'y viens. J'ai parlé des conséquences physiques, des conséquences psychiques. On va en crescendo. Et là, je vais parler maintenant des conséquences génétiques, c'est-à-dire qui vont altérer les générations futures. On le savait depuis longtemps, et plusieurs cytologues avaient déclaré que le THC altérait les chromosomes. On ne savait pas bien exactement comment. Mais là, une étude a été publiée le 4 mai de cette année et vient confirmer les craintes. Le composé actif du cannabis, le tétrahydrocannabinol ou THC, est capable d'endommager l'ADN jusqu'au, alors c'est un nom barbare, chromotripsis, c'est-à-dire jusqu'à des dommages cellulaires sévères, mais pas au point de tuer la cellule. Cette étude, publiée dans la revue Mutation Research, démontre même la possibilité d'une transmission de ces dommages génétiques sur plusieurs générations. Alors, tu peux nous expliquer ce qu'est le chromotripsis et ses conséquences ? Alors, le chromotripsis, oui, c'est un nom barbare, Oui. je reconnais. C'est l'éclatement d'un des chromosomes, et c'est un phénomène qui est documenté depuis plusieurs années, mais qui a été associé à certains types de cancers et de malformations congénitales. Eh bien, les chercheurs de l'University of Western Australia ont effectué un examen de la littérature à la recherche de preuves d'effets du cannabis et de ses différents principes actifs sur l'ADN humain qui peuvent conduire au cancer et ou affecter le développement du cerveau. Il s'agit donc d'un examen portant sur, tenez-vous bien, 189 études scientifiques. L'examen commence par un historique scientifique sur les étapes clés de la division cellulaire, puis illustre à partir de données disponibles comment le cannabis perturbe ce processus à des stades bien spécifiques, conduisant à des mutations génétiques cancérigènes ou à des anomalies fétales. Et ce chromotripsis
peut provoquer des cancers et des tumeurs cérébrales chez les enfants de 3 à 5 ans. Mesdames, si vous voulez être confrontés à ce genre de problème quand vous aurez un enfant, à votre bon cœur, vous pouvez fumer du cannabis. Tout ceci est très technique, mais cela me paraît très effrayant. Tu peux nous expliquer un peu plus clairement ce que cela signifie? Oui. Dans cette étude, les explications sont données concernant les conséquences de l'usage du cannabis sur la santé. Ceci explique l'augmentation de la fréquence de certains cancers, sa génotoxicité, c'est-à-dire la toxicité sur les gènes, sa tératogénicité, qui est l'apparition de malformations fétales chez les enfants à naître, et en fait la consommation de cannabinoïdes chez l'homme produit, je vous les cite, premièrement une dispersion du matériel génétique cellulaire en plusieurs micronoyaux. Deuxièmement, d'importantes modifications morphologiques, c'est-à-dire de la forme des chromosomes, qu'on appelle effet clastogène. Troisièmement, des erreurs de répartition du matériel génétique entre les cellules filles au cours de la division. Et oui, quand les cellules se divisent, il y a une répartition du capital génétique du père et de la mère. Et là, donc, il y a des erreurs qui se produisent. Et enfin, quatrièmement, un arrêt de la croissance de certains tissus. Apparemment, parmi les effets du cannabis, on constate donc une, entre guillemets, pulvérisation des chromosomes qui ensuite se reconstituent plus ou moins bien. Au petit bonheur, la chance, j'allais dire. Il en découle l'apparition de centres diffus d'information appelés épigénétiques. Et le plus grave, c'est que ces mutations génétiques sont transmissibles à la descendance directe, puis aux générations suivantes. Vous savez, en fait, le capital génétique de l'enfant prend une part du capital génétique du père et une part du capital génétique de la mère. Quand, par exemple, un homme de race blanche se marie avec une femme de couleur noire, les enfants peuvent être de couleur noire ou de couleur blanche, mais parmi les petits-enfants, il peut y avoir aussi des petits-enfants de couleur blanche ou de couleur noire, oui. N'est-ce pas? En pratique, le cannabis provoque des anomalies de la division cellulaire et du fonctionnement de la cellule. En clair, des maladies comme le cancer peuvent être induites chez les fumeurs de cannabis, mais aussi chez ses enfants et petits-enfants, etc. Il n'existe pas à ce jour de moyen de contrer cette explosion des chromosomes et encore moins d'y pallier de quelque manière. Eh bien, je comprends maintenant pourquoi tu nous disais que les conséquences génétiques étaient encore plus graves que les conséquences physiques ou même psychiques directes. Et je vois pourquoi tu parlais d'oblitérer les générations futures. Là, je pense que c'est clair. Donc, nous en arrivons au point maintenant où le doute n'est plus permis, où il ne s'agit plus de se demander si le cannabis est dangereux ou pas, mais bien plutôt de se demander comment diminuer sa consommation. Très exactement. Et cela nous amène à la deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui. Est-ce que la dépénalisation ou la légalisation du cannabis vont diminuer ou augmenter sa consommation, diminuer ou augmenter la criminalité, diminuer ou augmenter les accidents, etc. Ouais. Et pour cela, bien sûr, pas question de se baser sur des opinions, des généralités ou des exemples de pays microscopiques qui ne reflètent absolument pas ce qui se passerait si on légalisait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, se baser sur l'expérience du Portugal pour généraliser. Exactement. Il y a eu de nombreuses tentatives par le passé qui se sont toutes soldées par un échec cuisant. Et encore, si on peut dire, c'était avec un cannabis bien moins concentré que celui d'aujourd'hui. Par exemple, puisque tu parles du Portugal, l'expérience est loin d'être concluante. Tout d'abord, le cannabis, ni les autres drogues, n'a jamais été légalisé au Portugal. Le nombre global de consommateurs de cannabis n'a pas augmenté de façon significative, alors qu'il a augmenté d'environ 8% dans les autres pays. Mais la consommation de méthadone a augmenté au Portugal de 1400% en réponse à l'augmentation de la consommation d'opioïdes, entre guillemets, héroïne, méthadone, etc. Les études
qui font état d'une diminution de la consommation de cannabis chez les jeunes, se focalisent sur la tranche de 13 à 19 ans. Mais oublient de préciser que la tranche 20 à 24 ans a vu une augmentation de 50%. Ça, c'est le rapport officiel du Portugal 2007. La consommation de cocaïne et d'amphétamine a doublé et les saisies de cocaïne ont été multipliées par 7 entre 2001 et 2006, qui hausse le Portugal au 6e rang mondial. Oui, ce tout petit pays. Et depuis que la décriminalisation a été mise en place, le nombre d'homicides reliés aux drogues a augmenté de 40%. C'était le seul pays européen avec une augmentation significative de meurtres liés aux drogues entre 2001 et 2006. Belle réussite pour le Portugal, non? Ouais, hein. Et tout ça, ils n'en parlent jamais. Ils disent simplement que la consommation de cannabis n'a pas augmenté. Eh oui. Je citerai aussi l'exemple de la Suède. En 1970, vente libre du cannabis, entre guillemets, pour en contrôler l'usage et réduire les violences inhérentes au trafic. Ça, c'est ce qu'il disait. Oui. Résultat, en 1980, le gouvernement suédois est confronté à une explosion de la toxicomanie chez les jeunes. 14,7% de nouveaux accros au cannabis par an et augmentation parallèle de la violence. Suite à cela, la Suède a adopté une loi plus répressive et la mise en œuvre d'une prévention systématique qui, en 15 ans, a fait de ce pays celui d'Europe où la consommation de toutes les drogues est la plus faible. Comme quoi, Ouais. c'est pas la prohibition qui fait augmenter la consommation, n'est-ce pas? Il n'y a pas de secret. Par contre, on vient de parler de la prévention et c'est bien là la solution. Ou encore, je citerai la Hollande, oui, les Pays-Bas. Effet secondaire de la légalisation des drogues aux Pays-Bas, ce pays est devenu numéro 1 en Europe. Mais dans une discipline peu glorieuse, la criminalité. Et oui, le cannabis est dépénalisé. Aujourd'hui, le gouvernement essaie vainement de revenir en arrière, tellement le pays est gangréné par les groupes criminels. Les Pays-Bas sont les pays où toutes les mafias du monde ont pignon sur rue, où les saisies de drogue comme coke, amphétamine, héroïne, drogue de synthèse sont quasi quotidiennes. Selon un récent rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, EDT, les Pays-Bas ont une position de, et je cite, pivot dans le trafic international de cocaïne et d'héroïne. Bref, c'est un narcotrafic de plusieurs milliards d'euros qui favorise, bien entendu, le trafic d'armes. Robert, et qu'en est-il des expériences récentes aux USA par exemple, hein? Je sais que plusieurs États ont légalisé le cannabis, que ce soit médical ou récréatif. Eh bien oui, comme je vous en parlais, je viens de faire ces derniers mois une tournée de conférences aux USA, en particulier dans les États qui ont légalisé le cannabis, comme Denver au Colorado, Seattle dans l'État de Washington, Portland en Oregon, et bien d'autres États où je suis allé sur la côte est des USA, comme Washington DC, New York, Chicago. Eh bien, je peux vous dire qu'il est grand temps d'arrêter les fanfaronnades de ceux qui nous rabâchent sans cesse qu'ils gagnent du pognon avec les taxes, que tout se passe mieux depuis la légalisation, que c'est le peuple qui l'a voulu et que tout le monde est content, que de toute façon la prohibition a échoué, que c'est un super médicament qui soigne tout et bien plus encore, etc. Oh oui, ça on entend parler de partout. Et la vérité, malheureusement, est tout autre. Alors, je me base là-dessus, non pas sur des opinions, mais le dernier rapport officiel, publié le 1er septembre 2016, issu du Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area, HIDTA, donc c'est l'organisme officiel aux États-Unis, en particulier au Colorado, qui montre à quel point la légalisation a été un échec total. Et vous pouvez le trouver en ligne sur Internet pour le consulter. Vous tapez simplement HIDTA, rapport 2016, et vous pourrez lire ce dont on va parler maintenant. Alors oui, il y a beaucoup de facteurs, mais tout d'abord, est-ce que la consommation a augmenté ou diminué? Alors,
par exemple, la consommation. Chez les jeunes 12-17 ans, dans le mois écoulé, elle est de 7,2% en moyenne aux USA et de 12,6% au Colorado. Chez les 18-25 ans, donc la tranche en dessus, elle est de 19,3% en moyenne aux USA, 31,2% au Colorado. Et chez les plus de 26 ans, 6,1% en moyenne aux USA et 12,4% au Colorado. Cherchez l'erreur. Pour l'État de Washington, qui a aussi légalisé, c'est similaire. D'ailleurs, les États qui ont légalisé la marijuana sont largement en tête dans les États-Unis. Oui, là c'est clair, il n'y a pas photo. Et pour les accidents de la route alors? Et là aussi, il n'y a aucun doute à avoir. Alors que pour les autres États, il y a eu peu de changements, au Colorado, le nombre d'accidents mortels avec le conducteur positif au cannabis est passé de 10,1% en 2009 à 21% en 2015. Et ça continue à augmenter. Et pour les hospitalisations? Eh bien, je vous laisse juge. Au Colorado Emergency Department, en 2011, il y a eu 6305 hospitalisations dues à la marijuana et en 2014, 11 439. Pour ce qui est des hospitalisations d'enfants, 1 en 2009, 16 en 2014. Pour ce qui est des visites aux urgences, elles sont passées de 8 197 en 2011 à 18 255 en 2014. On n'a pas les chiffres pour 2015 pour le moment. Pour les enfants de 0 à 5 ans, en 2013-2015, l'exposition à la marijuana au niveau national est de 6,38%. Au Colorado, de 18,24%. Le pourcentage d'adolescents admis en traitement à cause de la marijuana a augmenté de 66% entre 2011 et 2014. Est-ce que c'est clair? Ah oui, là aussi, c'est clair. Et pour ce qui est de la criminalité? Eh bien, parlons d'abord du trafic, puisque la criminalité, c'était le fer de lance de pourquoi légaliser? Eh bien, Ouais. pour diminuer le trafic, pour couper l'herbe sous le pied des dealers. Oh là là. Alors, parlons du trafic. Le nombre de saisies était stable, autour de 50-55 par an, entre 2005 et 2008. Puis, commercialisation en 2009. Et en 2014, légalisation. Résultat, en 2015, 394 saisies par rapport aux 50-55. C'est pas mal. Et les saisies par colis postaux sont passées de 29 kilos en 2010 à 623 kilos en 2015. Pour la criminalité proprement dite, de 2014 jusqu'en 2015, les crimes contre les biens ont augmenté de 6,2%. Les crimes violents ont augmenté de 6,7%. Et uniquement pour la ville de Denver, donc au Colorado, les crimes violents sont passés de 6 604 en 2009 à 10 861 en 2015. Ça calme vraiment les criminels, hein? Ouais, je vois ça. Et de 2014 à 2015, toujours à Denver, les vols de voitures ont augmenté de 26,3% et les homicides de 74,2%. Ça, ce sont les chiffres officiels du rapport publié le 1er septembre 2016. C'est tout récent. Et qu'en est-il de l'alcool, la consommation? Eh bien, la consommation d'alcool a augmenté de 5% au Colorado depuis la légalisation. Dans les rapports de toxicologie qui concernent les suicides, j'en parlais tout à l'heure, donc les suicides positifs à l'alcool, c'était en 2012-2014 de 7,69% et positifs à la marijuana de 16,3%. D'ailleurs, il y a 2 études très sérieuses qui ont démontré tout récemment que la consommation de cannabis fait augmenter la consommation d'alcool. Cherchez l'erreur quand ils disent c'est bien moins dangereux que l'alcool. Ouais.
Bon, je crois que ce n'est pas la peine d'en rajouter. On comprend que la légalisation n'a pas eu un impact réellement positif et cela devient assez inquiétant de ne pas en avoir entendu parler. La seule chose dont on entend parler, c'est de l'argent qu'ils gagnent avec les taxes. Eh oui, c'est le bouton principal pour faire réagir les gens. Des sous, du pognon. Oui, mais voilà, soyons juste un peu logiques. Pour l'alcool, pour chaque euro perçu en taxes, l'État dépense plus de 10 euros seulement pour les conséquences directes et visibles. Ça, c'est une statistique officielle. Pour ce qui est du tabac, c'est encore pire. C'est de l'ordre de 14 euros pour 1 euro perçu. Est-ce que vous pensez réellement que pour le cannabis, ce serait différent? Ah, bien sûr, il y a des tas d'études bidons qui sont publiées chaque jour pour faire de la propagande et malheureusement beaucoup d'ados et même d'adultes la gobent sans réfléchir. Tiens, un exemple qui date de cette semaine. Le scoop de cette semaine qui est sorti dans tous les médias. Je vous dis les titres. Alors, fumer du cannabis améliore la vision de nuit. Les cannabinoïdes pourraient améliorer la vision. Vision. Et si les cannabinoïdes pouvaient contribuer à l'améliorer? Ça, c'est les gros titres. C'est bien, hein? Bon, qu'en est-il en réalité de cette étude? Alors attention, je cite l'étude en question. Des chercheurs viennent de prouver que l'utilisation des cannabinoïdes pourrait permettre d'augmenter l'activité des cellules de la rétine. C'est en tout cas l'effet qu'ils produisent sur les têtards. Eh oui, les jeunes, on vous prend pour des têtards. C'est pas vrai. Alors celle-là, elle est bien bonne. Eh bien Robert, je crois que la démonstration a été concluante. La consommation de cannabis est beaucoup plus dangereuse que ce qu'on pourrait penser. Alors quel sera ton mot de la fin pour aujourd'hui? Eh bien, en conclusion, je voudrais dire encore et toujours que la drogue détruit ce que l'homme a de plus précieux, ce qui le différencie de l'animal, sa capacité à penser, ses perceptions, sa mémoire, bref, ce qu'on appelle le mental. Il est donc stupide de permettre l'utilisation de produits qui détruisent cela. Donc si on comprend que la vie est faite de difficultés à surmonter, de challenges, il devient évident qu'il faut maintenir l'interdit sur les produits qui détruisent le seul outil dont nous disposons pour surmonter les barrières et atteindre nos buts. Donc, à vous, parents, enseignants, éducateurs, responsables d'associations ou de clubs sportifs, et à vous aussi, enfants ou adolescents, oui, vous qui m'écoutez, je voudrais vous dire que la liberté de penser et d'agir n'ont pas de prix. N'acceptez pas de vous faire enchaîner par la dépendance sous prétexte que cela rapporterait des taxes au gouvernement. N'acceptez pas de devenir des zombies, des animaux qui, en plus de payer leurs impôts, leurs taxes, auraient comme seul horizon métro, boulot, dodo. Je voudrais dire, j'allais dire tout simplement que malheureusement, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est les sensations et les joies qu'elle nous procure. Les drogues éliminent ces sensations et ces joies, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, seule la connaissance rend libre. Et cette connaissance, vous pouvez l'obtenir gratuitement si vous le voulez. Nous distribuons des livrets d'informations sur les drogues les plus courantes et bien entendu le cannabis. Il vous suffit de téléphoner au 06 20 51 17 57 ou de consulter notre site www.nonaladrogue.org ou encore le blog www.c'estquoi-la-drogue.fr. Eh bien, chers auditeurs, je vous remercie. J'ai poussé ma petite gueulante aujourd'hui et j'espère que pour la rentrée, cela fera réfléchir certains d'entre vous quand ils se demandent s'ils vont faire comme tout le monde et essayer le cannabis. Merci beaucoup Robert, on se retrouve très vite. Bonne journée. Radio Sainte-Baume 88.